du jour de cet après-midi appelle en première séance l'examen de nos travaux parlementaires sur les 25 dernières années qui ont créé les pharmacies à usage intérieur. Devoir de souvenir, je vous rappelle qu'effectivement, nos travaux parlementaires de toute nature font que les choses ont une tendance naturelle à se reproduire. Ce n'est pas moi qui le dis, vous voyez comme moi. Vous ne voyez rien, c'est dramatique. C'est le problème du travail parlementaire, il est souvent obscur. Et soudain, la démocratie s'exprime. Je prendrai les applaudissements pour la technique et pas pour moi. Et donc, vous voyez qu'un éminent, de nos éminents écrivains écrit qu'effectivement, les hommes ont tendance à reproduire naturellement ce qu'ils ont toujours produit. Alors donc, mon rappel historique sur nos travaux parlementaires sera quand même bref, puisqu'il y a plein de choses à faire cet après-midi. Je vous rappelle quand même qu'il y a un incontournable que jamais nous n'avons modifié quand nous avons travaillé sur le métier de pharmacien, c'est le gardien des poisons. Et je vous rappelle qu'avant même cette session, d'éminentes personnes ont elles-mêmes statué sur cette fonction de gardien des poisons, qui est donc un incontournable que nous devons conserver, nous, parlementaires, au métier des pharmaciens. Alors, je ne vais pas vous faire un rappel historique de l'ensemble des travaux parlementaires jusqu'à l'Antéchrist. On va s'arrêter juste en 1943, puisque, effectivement, en 1943, le pouvoir réglementaire, après que nous ayons voté une loi quelque temps plus tôt, a créé donc une obligation d'avoir un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux dans les structures hospitalières qui avaient plus de 500 lits. Dans les autres cas, nous avions, dans notre grande mansuétude, accordé la possibilité d'avoir un pharmacien dit gérant. Et vous voyez que déjà à l'époque, nos prédécesseurs avaient été bien inspirés, puisque ce pharmacien était responsable du fonctionnement technique de la pharmacie. Et les plus jeunes d'entre vous dans ce Parlement se rappellent et constateront que les choses n'ont pas changé. C'est donc bien que c'est une nécessité. Il avait autorité sur le personnel, il était responsable de la comptabilité et il s'occupait de l'exécution des prescriptions médicales. 1986, nous nous sommes un peu égarés, il faut le reconnaître, puisque nous avons voté la loi Talon qui interdisait le déconditionnement des spécialités pharmaceutiques, que le gouvernement suivant nos votes a publié un décret qui lui-même a confirmé cette interdiction et un premier drame est arrivé. Peut-être que nous n'avions pas maîtrisé la place du pharmacien hospitalier, puisque dans une décision du Conseil d'État du 21 mai 1986 était confirmé le fait, nous n'avions pas eu l'audace à l'époque, que le pharmacien hospitalier et le pharmacien d'officine, c'était la même chose. Et nos pauvres pharmaciens hospitaliers ne pouvaient plus faire un certain nombre de préparations, utiliser des spécialités pharmaceutiques qui, à l'époque, n'existaient pas vraiment en matière de pédiatrie, de prise en charge des enfants. Ils déconditionnaient, ils faisaient des gélules, ils faisaient plein de choses, et soudain, c'était l'interdiction. Donc il fallait bien que nous avancions dans nos travaux. Ah, l'ère moderne, elle est encore en marche, même si je ne fais allusion et je ne vise personne, bien évidemment, la neutralité du Parlement s'imposant. Qu'est-ce qui se passe en 1987 ? Eh bien oui, nous avons enfin compris que les pharmaciens, à l'instar des médecins, devaient avoir une indépendance et un statut particulier. Ils ne devaient plus être fonctionnaires, notés par un directeur. Vous imaginez la coercition qui existait. Et donc nous avons sorti les pharmaciens des hôpitaux du statut des fonctionnaires. Et notre courage n'ayant pas de limite, un peu plus tard, nous avons modifié la structure et la définition des établissements d'hospitalisation. Et effectivement, nous avons dit que les pharmacies avaient le même statut que les services médicaux. Problème, il fallait bien trouver des solutions, puisque nous avions sorti ces pharmaciens du mode de fonctionnaire et qu'ils avaient les mêmes règles que les autres. Donc effectivement, le gouvernement à l'époque avait compris et avait en 1984 sorti le statut de pharmacien des hôpitaux, de praticien hospitalier. Vous voyez la confusion comme elle est rapide. Mais nos pauvres pharmaciens, où allait-on les mettre ? Ils n'étaient plus fonctionnaires, il fallait bien trouver une solution. Et effectivement, en 1988, le gouvernement décide par décret d'intégrer les pharmaciens dans le corps des praticiens hospitaliers. Ils deviennent donc, comme leurs collègues médecins et autres, odontologistes et ainsi de suite, de vrais praticiens hospitaliers à part entière.
Effectivement, restait le problème de ces structures où la présence pharmaceutique n'est pas utile toute la journée. Et effectivement, le gouvernement crée en 1996 le décret des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel qui, au fil du temps, rejoindront le statut général des pharmaciens et des praticiens à temps partiel. Les pharmaciens, comme les autres praticiens, sont donc dans le même corps, ont les mêmes prérogatives, les mêmes droits. La sagesse avait donc régné. Mais là, nous n'avons pas eu peur de faire de la réforme, et il fallait continuer. Qu'est-ce que l'on fait en 1992 ? On a bien compris qu'une réponse devait arriver, et nous avons créé les pharmacies à usage intérieur. Enfin, la pharmacie à usage intérieur, qui n'était plus qu'une simple dérogation à la pharmacie d'officine et qui emportait la création d'un véritable mode d'exercice de la pharmacie. Mais il fallait bien leur apprendre aux jeunes qui allaient prendre la suite. Et effectivement, en 2002, nous avons effectivement permis à la spécialité pharmacie de rejoindre, pour faire simple, le CHU. Et puis, on nous a malgré tout privés de quelques-unes de nos prérogatives, puisque vous voyez, depuis la loi de 92, 25 ans, un quart de siècle en fin d'année, l'anniversaire. Jusqu'à présent, le Parlement n'avait jamais été dessaisi de ses prérogatives en la matière, qui touchent après tout toute la sécurité sanitaire. Mais les choses sont ainsi. Nous avons autorisé le gouvernement, par ordonnance, à réguler les pharmacies usage intérieur, puisque le 15 décembre 2016 paraissait la nouvelle ordonnance sur les pharmacies usage intérieur. Et je me suis laissé dire que les problèmes réglementaires et les décrets d'application posaient quand même quelques problèmes. Mais ce ne sont que des bruits de couloir, restons prudents. Je vous remercie, mes chers collègues, et la séance continue. Nous sommes 30 000 praticiens hospitaliers. Nous sommes médecins, chirurgiens, gynécologues, chirurgiens-dentistes, biologistes et pharmaciens. Nous sommes 7 000 pharmaciens praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel. Nous exerçons dans des établissements publics de santé, les centres hospitaliers. Le directeur d'hôpital conduit la politique générale de l'établissement. Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels dans le respect de leur indépendance professionnelle. Nous exerçons dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui sont soit des services, soit des pôles. Elles sont dirigées par des pharmaciens gérants nommés par les directeurs d'établissement. Dans ces pharmacies à usage intérieur, il y a les pharmaciens, les préparateurs en pharmacie hospitalière, PPH, et d'autres personnels. Ils travaillent tous sous l'autorité du pharmacien gérant qui organise les tâches et rédige l'organigramme. Nos missions. Nous sommes avant tout les gardiens des poisons. Nous organisons tout le circuit d'approvisionnement et de délivrance des produits de santé pour assurer une qualité et une sécurité des soins. Mais nos missions sont encore plus vastes. Nous sommes soumis au code de déontologie des pharmaciens et aux règles de la fonction publique. Si nous voulons savoir quels sont nos droits et obligations, nous nous référons à notre statut de PH, qui est un statut spécifique. Parce que l'erreur est toujours possible, pour nous rassurer, assurons-nous. En tant qu'agents publics, nous bénéficions d'une protection fonctionnelle. Elle n'est pas suffisante. Une responsabilité civile professionnelle nous permet d'être couverts dans le cadre de nos activités. Dans nos prochains épisodes, nous vous présenterons nos obligations, nos droits, nos responsabilités, les spécificités de l'exercice hospitalo-universitaire. Envie d'en savoir plus ? Rendez-vous sur le site du SNPHPU. Ah, salut Michel. Salut Julie, ça va? Ouais, je suis rincée là. Je descends de service clinique, je suis rincée. Quoi, t'es rincé? Ouais, et toi? Je suis La en pleine retraite, forme. la Bah quille, oui, la ça retraite. y est. Bah oui, Je m'assois. 42 ans d'hôpital public, oui, ça va, je tiens le choc. Je vois que les jeunes, disons, Attends, vous êtes vite fatigués quand même. j'ai bossé. Bon, t'as vu ça un peu, le statut? Ouais, j'ai vu. Le statut. Livre neuf de la fonction publique. Tu te figures, quand j'ai commencé, moi, j'étais noté, évalué par Livre Dirlo. Tu vois le bousin, un petit peu. Quand on n'était pas d'accord, ça allait pas, on était noté, ça pouvait plus durer. Puis en plus, ce statut, quand même, il faut rendre un petit coup de chapeau à nos anciens. C'est quand même eux qui ont mis ça en place. C'est grâce au SNPHPU qu'on l'a eu.
Bon, et puis il n'y a pas que ça. On a vu des tas de choses d'un point de vue professionnel depuis 25 ans. T'imagines pas? Bah non, tu fais bien de le dire, en fait, j'imagine pas du tout. Parce qu'en fait, moi, je travaille pas depuis si longtemps que ça, mais j'ai Internet, un ordinateur, un DECT, un fax pour envoyer des ATU à la NSM. Et en fait, je me demande un petit peu ce que vous faisiez il y a 30 ans, en fait. Comment vous faisiez? Parce que là, il y a un peu un monde, quoi. Ce qu'on faisait, comment je faisais, tu étais en train de m'expliquer que je foutais rien, quoi. J'ai compris. Non, Attends. non, le prends pas comme ça, Michel. Le prends pas comme ça. Je t'explique. Non. On va aller dans l'ordre, parce que les jeunes, il faut leur expliquer dans l'ordre. On va commencer par le plus simple, les évolutions technologiques. Moi, quand j'ai commencé les stérilisations, elles n'étaient pas centralisées. T'imagines le foutoir, le poupinel, géré par des ibottes du bloc, à la botte des chirurgiens. Mais tu te figures pas le bordel que c'était, ce truc-là. L'ASTE ? L'ASTE, tu veux dire le truc où on a mis tous les pharmaciens en avant et puis après tous les sous-traitants ils sont venus pour faire des ST à notre place. C'est ça, c'est ça ? Alors là, t'es bien critique. D'accord, on a été un petit peu candide, on s'est fait avoir. Mais je vais te dire... Bah oui, ça a duré 15 ans. Pendant 15 ans, les DIRLO, forcément, le privé, il fait la sous-traitance, il fait forcément beaucoup mieux et pour moins cher. Ben, ils ont mis 15 ans à comprendre, mais ils ont compris que 15 ans après, c'était pas mieux fait, ça coûtait beaucoup plus cher. Voilà. Alors, après l'ASTE, ma petite, quand même, apprend qu'il y a eu des unités de préparation de cytotoxiques. C'est quand même pas mal ce qu'on a fait là-dessus. Alors, les trucs où on parle de dépression, de surpression, de spike, et non pas Spock, rien à voir. Ouais. C'est un tout petit peu hyper technique quand même. C'est hyper technique. Ouais. C'est hyper technique. Alors qu'est-ce que tu dis des unités de nutrition parentale pédiatrique? Ouais, alors, il y en a quoi? Il y en a 20, 30 en France à peu près. La majorité au fait de la sous-traitance avec Phasonut parce que bon, c'est quand même plus simple. Alors, tu t'imagines, ça a été Michel. facile de bouger tout le monde. Attends, ma pauvre, il a fallu du temps, tu sais, pour construire tout ça. Tu te moques. Je le vois bien. Nous, on a mis plus de 25 ans à créer tout ça. Mais moi, je vais te dire, par les temps qui courent, l'efficience à toutes les sauces. Hein, il faudrait peu de temps pour détruire tout ça. Dans nos hôpitaux, on ne soigne plus les malades, on ne soigne plus que des euros maintenant. Attends, je tape du coup efficience pharmacien, voir ce qui sort un peu. C'est pas hyper probant. Hein, mais L'efficience, on n'a rien fait? Tu te fous de moi? Alors, moi, je vais te dire, quand j'ai commencé les achats de produits de santé, c'était les directeurs des services économiques qu'on appelait à l'époque. C'est eux qui faisaient des achats de produits de santé. Nous, on a créé les premiers groupements d'achats départementaux. On en était les coordonnateurs. Ça nous permettait de faire des choix médicalement pertinents et puis efficients. Puis, au-delà des achats, il y a eu la gestion des stocks. Moi, quand j'ai commencé, on était dans le 3e sous-sol de l'hôpital. Quand ça allait bien, on avait un transpalette, on poussait des cartons. Tu te figures maintenant, regarde comment tu es équipé chez toi, j'en suis sûr. Et des lifts, et des stockers rotatifs, et des outils qui n'en finissent plus. Alors, c'est pas bien tout ça quand même? Si, c'est plutôt et puis, pas mal. Hein. C'est pas tout, quand même. Le comité du médicament, ça te parle peut-être, toi la jeune, là, quand même? Ouais. C'est nous qui avons mis ça en place, où là, les choix se faisaient les plus pertinents possibles. Et nos hôpitaux s'y sont retrouvés aussi, en termes d'économie. Puis d'ailleurs, des économies, je vais te dire, on a lancé les premières études médico-économiques. Médico-éco. Pluridisciplinaires. Alors attends, je vais taper. Hein. Et avec des Médico-éco, fluides. pharmacien, combien d'études? Pas tant que ça. Hein. On a commencé, d'accord. tant que ça. Ricane, tu vas voir ce qui t'attend dans les années qui arrivent. La médico-éco, tu vas voir si tu ne vas pas en bouffer. Puis, au-delà de tout ça, quand même, il y a eu l'informatique, l'informatisation du circuit du médicament. C'est quand même pas mal, ça. Ok. Alors là, effectivement, je rêve plus. Là, je suis bien dans ma vie au quotidien, avec un petit peu de valide, un petit peu, on sort du sous-sol, on va dans les étages, on peut regarder la bio, les ordos, les entretiens pharmaceutiques, ça y est. Mais par contre, Michel, c'est pas si vieux que ça. Ça a un peu quand même mis longtemps à arriver, ça, non? Ben oui, ma petite, tu crois que ça se fait? Les jeunes, vous arrivez, vous imaginez, là, tout est tombé, que ça arrive en claquant des doigts. Ouais. Il a fallu du temps pour mettre en place. Tu crois que tes toubibs, ils voulaient prescrire? Ils s'en foutaient de la prescription. Il a fallu qu'on les mate, les toubibs. Vous arrivez, le boulot, il est pré-mâché. Puis pendant ce temps-là, les plus vieux, on a infiltré les tutelles. On a réussi, on a chauffé sur le CBU. Et maintenant, au titre du CBU, prescription informatique obligatoire, validation de l'ordonnance, préparation des doses administrées. Et puis, avec tout ça, il y a eu l'arrivée, on a réussi à décider, nos directeurs, à acheter des équipements. On a crié le crayon, la gomme et tout le bazar. Regarde maintenant avec tous les automates de préparation des traitements, les Ecodex, les Swisslog et tout le bazar, les armoires sécurisées. T'as vu le progrès un petit peu quand même? Ouais, non, mais ça, c'est sûr que ça a changé. Hein. On peut dire avis au petit pot à pharmacie, les Teriac, tout ça. Ouh, technologie, modernité, Apple, quoi.
Après, c'est quoi? Alors, dans le même temps, je vais faire le vieux, je suis un vieux maintenant. Bon, 95, on sortait du sang contaminé. 95. Les produits sanguins stables sont devenus des médicaments Ça dérivés date du un sang. peu, là, quand même, Et depuis 95, qui c'est qui assure la traçabilité des médicaments dérivés du Oui, sang écoute. et leur pharmacovigilance? Non mais Michel, j'étais un peu vexée. On est parti sur un mauvais pas. Non, Je oui, suis je vois, désolée. tu charges là. J'insiste Vraiment, un peu, mais tu me dis que tu es un ingénieur du médicament, je comprends pas très bien ta démarche, tu me parles de pharmacie, de pharmacien, de mission, de projet, de technicité, de modernité. Par contre, il y a un mot que j'ai pas entendu, et je vais te le dire, Michel, Oui, dis-moi. c'est le mot patient. Et j'ai même pas entendu le mot pharmacie clinique. Ah, tu vois? ça y est, allez, Pharmacie on y clinique. est. Elle va nous la ramener avec sa pharmacie clinique. Ah bah. Mais qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie, ma petite? Quand même. Et l'acte de dispensation, c'est quoi? C'est pas de la pharmacie clinique, ça, quand même? Alors là, flûte, elle est raide, celle-là. Pharmacie clinique. J'ai fait que ça toute ma carrière et tu me charges là-dessus. T'as levé le Vidal avant sur ton smartphone? Ouais, vas-y, charge un peu. Et t'avais puis, pas quand même, les essais T'avais pas cliniques, les pharmaciens, ils y participent, oui ou non? À vous, quand même. Et les stages de 5 AHU, quand même, c'est pas des stages cliniques? Ouais. Bon, oh là là, je trouve que vraiment, tu y vas fort. Écoute, moi, je vais te dire... Merde, t'as vu l'heure, Julie? Je vais me faire engueuler, T'inquiète, on j'étais est encore trop large. bavard. On est large. On est là? Eh. Bonjour, bienvenue dans la pharmacie hospitalière du futur. Je suis Pepper, votre APP. APP? C'est quoi? Oui, votre assistant pharmaceutique personnel. Je ne suis que la version 1 et comme vous le savez, la réglementation des PU évoluant rapidement, peut-être que dans la version 2 je pourrais être pharmacien gérant. Vous m'assisteriez, cher Pascal? Oula, pas si vite là quand même, un robot pharmacien gérant, je crois que ça va encore nécessiter une modification du code de la santé publique, au moins une ordonnance. Quoi qu'avec ce que le ministère vous a concocté, peut-être qu'avec toutes ces conventions et tout, un pharmacien gérant robot, ce serait peut-être pas mal. Bon, écoute, on va déjà voir avec la V1, et en fait tu m'assistes pour quoi faire? Je suis votre fidèle compagnon pour de nombreuses missions à l'hôpital. Bien sûr, j'accueille et oriente les patients à l'admission. Je sais aussi les distraire et leur faire passer un séjour plus agréable. Oui, mais dans la PUI, tu fais quoi? Sur un plan pharmaceutique, tu fais quoi?
Avec mes collègues répartis dans les étages, je suis au chevet des patients. En plus de relever les tensions artérielles, les températures, évaluer la douleur des patients, je sais veiller à la bonne observance des traitements et à donner les bons médicaments et les bons conseils associés. Je sais aussi répondre à certaines questions des patients sur les médicaments. Et quand je ne sais pas, je vous sollicite, cher Pascal. Ah oui, quand même. Donc, mais ça serait pas un peu de la pharmacie clinique robotisée? Mais pas que, je suis aussi au domicile des patients lorsqu'ils reviennent de l'hôpital. Toujours m'assurer qu'ils prennent bien leurs médicaments, mais aussi pour assurer un lien avec vous et les médecins de l'hôpital, mais également avec la famille. Mes grands frères seront même capables de vous assister pour vous lever ou vous coucher et même vous relever si vous chutez. Ça rassure tout le monde, non ? Ah oui, quand même, ça peut m'intéresser dans quelques décennies, quoique peut-être avant d'ailleurs. Parfaitement, et à la pharmacie, je vous assiste quotidiennement pour vous orienter vers les patients qui sollicitent un entretien pharmaceutique, ceux pour qui les logiciels d'aide à la prescription ont détecté des problèmes critiques. Bien sûr, je gère aussi votre agenda, réponds automatiquement à certains mails et assure un filtre téléphonique. Mais surtout, je prends aussi soin de vous, cher Pascal. Prendre soin de moi? Enfin, c'est sympa, on va peut-être pas rentrer dans les détails si tu veux bien, donc je te trouve assez entreprenant, pas vous, mais bon, tu pourrais aussi me remplacer pour négocier avec un directeur? Attention, je ne fais pas tout non plus. Je ne négocie pas avec le directeur, je ne gère pas les conflits sociaux, je ne fais pas le café, je ne repasse pas les blues. Bon, très bien, très bien. Vous connaissez Pepper, vous? Moi je les connais, alors je vous présente. Bah si tu veux Pepper. Professeur Samuel Lima du CHU de Besançon. Docteur Jean-Luc Castin du CH de Périgueux. Très bien votre présentation sur l'historique de la PUI. Geoffroy Maquin, président de la FNSIPBM. Alors, installez-vous, chers amis. Alors, on va faire en sorte que la session soit interactive. Et vous savez, vous pouvez vous loguer sur Bicast, là. Alors, je vous rappelle, peut-être pour ceux qui ne sont pas déjà logués, prenez votre smartphone et puis sur votre fournisseur d'accès à Internet, vous tapez votre mail. Ensuite, votre nom, prénom et mot de passe. Et comme ça, vous êtes logué sur Bicast. Et comme ça, vous pourrez, sur le mur, poser des questions. Et comme ça, on les reprendra en fin de séance, si vous voulez. Et il y a aussi ce qu'on appelle animation. Vous pouvez poster quelques mots. Si on pose une question, par exemple, comment voyez-vous la PUI de demain? Vous pouvez mettre comme ça des mots qui s'afficheront sur l'écran. C'est clair à peu près pour tout le monde, là? Tout le monde est sur Bicast, là? Puis il y aura autrement un micro-baladeur pour la participation plus classique. Alors, ce qu'on a fait, en fait, pour cette session, on a des micro-interviews qui ont été faites par quelques collègues. On a interviewé des jeunes collègues sur 3 problématiques. En gros, comment vous voyez votre métier de pharmacien hospitalier demain? Une autre question qui est comment vous préparez votre futur exercice professionnel, donc ça a trait à la formation. Et une troisième question, quelle est la place du pharmacien dans le parcours de patients de demain et dans le territoire? Et donc ce qu'on a fait, donc des micro-vidéos, donc ça a été fait avec un smartphone, donc vous nous excuserez, je dirais, sur la qualité de l'image et du son, si vous voulez bien. Donc on a comme ça quelques petites interviews qu'on va vous passer. Ensuite, on fera une discussion avec le panel, et puis vous pourrez également intervenir. Alors je me demande si sur le mur, là, il n'y a pas une question qui peut être posée, me semble-t-il, sur comment vous voyez la pharmacie demain? Peut-être pas? Bon. Cognac-Jet. Bon, peu importe. Ce qu'on va faire peut-être, c'est passer là, les petites vidéos. Donc il y a une petite séquence de vidéos, si vous voulez bien, qui vont alimenter la discussion qui suit. Donc sur comment vous voyez la pharmacie demain. Alors, mon métier de pharmacien hospitalier pour demain, je le vois déjà plus axé vers la clinique. C'est-à-dire que là, pour l'instant, le pharmacien est véritablement dans la pharmacie,
Je le vois plus dans les services. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Faire de la conciliation, chose qui est déjà en place, mais qui va continuer à se mettre en place. Aussi de l'éducation thérapeutique, être vraiment investi dans le parcours de soins du patient et travailler plus en collaboration avec les médecins. Mon métier de demain, je le vois aux côtés des médecins et des patients, dans les services de soins, être auprès d'eux lors des prescriptions, participer à la visite et au staff, plutôt que d'analyser les prescriptions derrière un écran au fin fond de la PUI. Être dans les services, c'est aussi être auprès des patients, favoriser l'éducation thérapeutique et pour certains, les consultations pharmaceutiques de sortie. Alors moi, je l'imagine au chevet du patient, en train de réaliser la conciliation, beaucoup plus tourné vers la pharmacie clinique et moins dans son bureau à faire la gestion de commandes ou ces choses comme ça. Donc le pharmacien de demain, pour moi, ne sera plus derrière un écran d'ordinateur et devra monter un peu dans les services cliniques pour rencontrer directement l'équipe médicale et paramédicale. Donc les pharmaciens sont dans les services au CHU de Nantes maintenant depuis 2 ans à peu près. Pour nous, ça nous a quand même largement simplifié la vie car ils nous vérifient tous les traitements des patients à leur entrée. Donc du coup, on a vraiment des traitements fiables et aussi tous les traitements des patients qui entrent en urgence qui n'étaient pas très exhaustifs de notre part. Donc en tout cas, pour moi, le pharmacien clinicien, ça me semble être un métier d'avenir pour la pharmacie. C'est vraiment très enrichissant, sécuritairement, et en plus ça a appris à se connaître, pharmaciens et médecins ont été un peu trop éloignés. On peut envoyer le nuage de mots là, s'il vous plaît. Alors, la pays de demain, pour vous, avec un mot, plusieurs mots là. Aucune, hein? S'il y a des micro-baladeurs, c'est une solution. Alors, ça fonctionne. Aisance, professionnel, wow. Aisance. Je crois que Pepper s'énerve. Alors, pharmacie clinique, pluriprofessionnelle, rupture, parcours. Respect de la loi, tiens. C'est rassurant. Ça, c'est un changement. Bon, on peut peut-être laisser couper le mur et garder l'image sur l'écran là. Alors sur les petites vidéos là, bon, on peut être surpris. Donc on voit que les interviewés là ne parlent que de pharmacie clinique là, donc pour le métier de demain. Alors autour de la table là, ça vous surprend. Alors quoique en écoutant bien, donc je crois qu'il y avait Marion qui intervenait, donc disait métier plus axé, je dirais, sur la clinique, être plus présente dans les services. Donc c'est quand même qu'elle maintenait, je dirais, un pied ou un lien fort dans la PUI. Qui est-ce qui veut démarrer là? Au neurologue. Voilà. Okay. Merci. Geoffroy. Très bien. Déjà, je voudrais vous remercier de m'avoir invité autour de cette table. C'est très intéressant. C'est vrai que jusqu'ici, j'ai toujours été de l'autre côté de la table pendant ces tables rondes et c'est toujours très intéressant de pouvoir y participer. Donc sur le métier de demain, effectivement, on a vu une majorité de projections sur la pharmacie clinique. De mon côté, je ne suis pas particulièrement étonné que ça ressorte le plus. Effectivement, c'est vrai qu'avec les dispositions réglementaires qui évoluent ces derniers temps dans ce sens, ça fait partie des activités qu'on retrouve le plus en termes d'innovation autour de notre profession. Ça va aussi dans la droite lignée d'une médicalisation très poussée de notre profession.
Néanmoins, je pense qu'il faut aussi conserver à l'esprit le fait qu'il faudra articuler ça autour des missions actuelles du pharmacien aussi, et voir comment on peut articuler la présence du pharmacien dans les services, tout en conservant sa présence aussi à la PUI, ce qui, a priori, est le mouton à cinq pattes dans un premier temps. Samuel ? Alors oui, c'est pas étonnant. Je veux dire, j'ai envie de dire que c'est un peu rassurant que quand on interroge des jeunes, la pharmacie clinique arrive quelque part en premier. Bon, j'ai entendu le mot conciliation médicamenteuse, on s'y attendait, mais je pense qu'on va en reparler. Après, je pense qu'à l'évidence, on est en train, alors je ne sais pas si on est en train de médicaliser la pharmacie ou si on est en train de la rendre plus clinique, sans doute. Je ne sais pas s'il faut médicaliser la pharmacie, la rendre plus clinique. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse attention quand même à ne pas sortir trop de notre socle. C'est-à-dire que la pharmacie clinique, elle doit venir se mettre sur, effectivement, le socle de la pharmacie. D'ailleurs, ça fait une dizaine d'années que ça se fait. Et tu en as parlé tout à l'heure, Jean-Luc. Je pense que le contrat de bon usage, finalement, qui a peut-être toutes les contraintes du monde, il a sans doute rendu service quand même à la pharmacie hospitalière. Parce que je pense qu'il n'y aurait pas eu le contrat de bon usage, on n'en serait sans doute pas là aujourd'hui. La France est un pays qui avance sous la contrainte des textes. Par rapport à ce développement de la pharmacie clinique, il faut juste qu'on la rende cohérente et qu'on ne tombe pas dans certains excès. Il y a d'autres disciplines médicales, j'attire votre attention sur le fait qu'à force de vouloir aller en dehors de leur socle de métier, qui se retrouvent actuellement en difficulté sur leur métier. Et je ne voudrais pas qu'il arrive à la pharmacie ce qui arrive aujourd'hui à certaines disciplines interventionnelles qui ont abandonné clairement leur histoire pour aller que vers la nouvelle technologie, que éventuellement vers d'autres types de surspécialités et qui à un moment sont challengés par d'autres. Parce que n'oubliez pas quand même que la nature a horreur du vide. Alors j'ai vu qu'on peut robotiser. Alors le problème c'est que c'est vrai que si on robotise le médicament demain, ça va poser problème, mais tant qu'il y aura quand même des patients dans des lits, des médecins autour des lits et a priori des malades qui auront besoin de médicaments, il faut quand même qu'on reste les garants d'un accès aux produits de santé dans la meilleure sécurité au service des malades. Et je pense que la pharmacie clinique, il faut vraiment la construire là-dessus et pas en faire une espèce de sous-spécialité médicale. Je voudrais juste, avant de céder la parole, vous rappeler qu'un des débats qu'on a eu sur la pharmacie clinique, c'était un moment, bon, après ils avaient peut-être raison, mais certains de nos collègues préconisaient qu'on puisse faire de la pharmacie clinique sans être attaché à une PUI. Il faut savoir que le débat a existé. Et que si on faisait ça, on tuait tout simplement la pharmacie hospitalière et 30 minutes après, la pharmacie clinique. Donc voilà, restons cohérents, on est attendu sur la pharmacie clinique, on y est déjà, il faudra qu'on y soit plus. Je pense qu'on rediscutera après du parcours, sans doute. Mais Jean-Luc l'a rappelé, certains de nos collègues ont bataillé pendant des décennies. Alors, il y a eu des avancées statutaires, il y a eu des avancées universitaires, il y a eu des avancées d'exercice. Mais attention quand même à ne pas fragiliser ce socle et construisons les nouvelles activités en respectant ce socle. On voit aussi dans les interviews donc que les plus jeunes là, veulent un lien avec le patient. Quoi. Donc on voit que la valeur ajoutée pharmaceutique, elle est aussi très certainement, je dirais, en lien direct avec le patient. Et non pas, je dirais, en support uniquement du clinicien. Et c'est vrai que si on veut avoir le lien avec le patient, ne serait-ce qu'à la sortie de l'hôpital, donc il faut avoir le lien, je dirais, quand il est hospitalisé. Donc c'est aussi ce qui remonte des interviews. Non, je crois qu'effectivement, c'est ce qui vient d'être dit. Si vous regardez, je pense que dans la salle, tout le monde a lu avec une attention particulière l'ordonnance de décembre 2016 et ainsi de suite. On n'a pas confié de mission aux pharmaciens. On a confié des missions à une structure qui s'appelle la PUI. Après, on les répartit. Je ne préjuge pas de la répartition et des activités. Mais si le législateur, d'une manière constante depuis 1992, alors je vais changer de casquette par rapport à mes 10 minutes de perchoir de tout à l'heure, mais si le législateur a confié un certain nombre de missions à la PUI, je vous attire votre attention sur deux choses. La première, c'est qu'il y a deux structures hospitalières qui ne sont pas décrites dans le livre 6 du Code de la santé publique. La première, c'est la biologie, la deuxième, c'est la pharmacie. C'est que quand même, il y a bien une spécificité quelque part. Et on pourrait être décliné comme la réanimation, comme l'HAD, comme tout ce que vous voulez, pas du tout. Et qu'on nous a bien mis, tous les textes sur la PUI relèvent
du domaine du médicament. C'est donc bien d'abord une structure de sécurisation du médicament et de son utilisation. Et qu'effectivement, il n'y a pas à ce jour de hiérarchisation dans les activités d'une PUI. Alors il va falloir effectivement faire des ajustements, parce que je me doute bien que toutes ces activités qui arrivent nouvelles, nous ne sommes pas à l'ère de l'attribution de moyens pléthoriques, faut pas rêver. Mais donc il va falloir faire des ajustements, effectivement, au sein de l'organisation des PUI. Mais aucune des missions des PUI n'est prioritaire l'une par rapport à l'autre, même s'il y en a qui peuvent être considérées comme plus valorisantes, notamment intellectuellement. Est-ce que sur l'évolution que peut attendre demain des technologies, on voit des systèmes d'aide à la prescription, ce qui fait que ça va, je pense, améliorer la prescription médicale, et peut-être que le rôle du pharmacien, je dirais, pour la correction de ces anomalies va diminuer. Donc est-ce qu'on n'a pas un risque, effectivement, d'avoir moins de pertinence? Non, parce que je pense qu'on a déjà des retours d'expérience. Je vous rappelle quand même que nous sommes maintenant majoritairement informatisés sur la France, puisque le taux d'informatisation global doit être aux alentours de 80%, je pense. Enfin, il n'y a pas de chiffre exact, mais on doit être à ces alentours-là. Et on voit bien que finalement, on pensait gérer un certain niveau de risque, et plus on se rapproche du patient, plus on voit qu'on est en train de gérer d'autres risques. Comme vous regardez actuellement la pertinence des interventions pharmaceutiques qui sont faites, on s'aperçoit que finalement le pharmacien a plus d'impact sur l'adaptation posologique par rapport à, par exemple, la fonction rénale, que par rapport aux interactions médicamenteuses. Et pourtant, Dieu sait si on a formaté, on continue à formater nos étudiants sur les interactions médicamenteuses. Donc je pense que plus on va quelque part industrialiser, pardonnez-moi, c'est pas un beau terme, mais enfin quand même, ce premier niveau de risque, plus on va pouvoir s'investir dans un niveau de risque différent qui va sans doute, là, pour le coup, sur une prise en charge un peu plus clinique. Enfin, sur les malades qui rentrent à l'hôpital, on se rend quand même bien compte qu'on intervient beaucoup plus sur des questions de pertinence thérapeutique, sur des questions d'adaptation posologique, sur la question de la gériatrie. Or, la France vieillit, et a priori ça va continuer, plutôt que sur ces interventions qui sont semi-automatisables. Donc j'ai envie de dire que plus on automatisera sous contrôle qualité, parce que ça c'est quand même un sujet, ce niveau de gestion du risque, plus on pourra s'investir sur des risques un peu plus spécifiques. Donc là-dessus je ne suis pas très inquiet. Oui, non, je suis assez d'accord, effectivement. Je pense qu'en augmentant le niveau d'analyse, en étant au chevet de nos patients, en analysant leur bilan biologique, en analysant leur dossier médical aussi, auquel on a accès maintenant grâce à cette informatisation massive, ça nous permet vraiment de pouvoir retrouver des problèmes qu'on ne pouvait pas analyser jusque-là. Et donc on est vraiment sur une nouvelle activité en fait, au niveau pharmaceutique pour laquelle notre profession est prête, même si ça demande quelques adaptations. Et ça permet aussi au grand public de connaître notre métier de pharmacien hospitalier qui malheureusement était jusque-là assez peu connu et de valoriser aussi notre activité. Et au-delà de ces activités de pharmacie clinique dont on voit très bien qu'elles peuvent un peu évoluer dans le temps, est-ce qu'il y a d'autres évolutions à attendre là, à court moyen terme là, sur d'autres métiers de la pharmacie? Je crois qu'on a clairement quelques challenges qui arrivent assez rapidement. On a le sentiment que la pertinence des soins, au sens global, va être le maître mot. Alors, ce qui impose ça, c'est la soutenabilité économique de notre système de santé. Et finalement, la question de la pertinence va arriver au moment, coup de chance, où il y a de moins en moins de médecins disponibles. Parce que vous savez qu'on est rentré quand même dans une zone d'une dizaine ou une quinzaine d'années de pénurie médicale, que ce soit d'ailleurs dans le monde ambulatoire et le monde hospitalier. Je crois sincèrement qu'au-delà de la pharmacie clinique qu'on va qualifier de conventionnelle, il faut qu'on forme nos jeunes à l'audit clinique, à l'évaluation de la pertinence. Il va y avoir un énorme besoin d'initiatives, d'organisation autour de cette pertinence, et je crois qu'au niveau d'un établissement, et sans doute plus largement au niveau d'un système de santé, l'exercice pharmaceutique aujourd'hui peut être un levier extrêmement important pour les décideurs nationaux sur la question de la pertinence. Donc derrière la pharmacie clinique, alors je ferai juste une petite remarque, c'est que vous regarderez que la question de la pertinence a été rajoutée à la définition de la pharmacie clinique dans la fameuse ordonnance. Finalement, il y a des gens qui défilent contre les ordonnances, mais nous, une ordonnance nous a permis de définir la pharmacie clinique. On a souhaité mettre le terme pertinence parce qu'on a le sentiment que ça va être un enjeu très très fort de gouvernance de notre système de santé.
Le deuxième élément, c'est bien évidemment la territorialité. Il ne vous a pas échappé qu'on était tous en GHT maintenant. Alors, certains l'organisent, d'autres le subissent. Il va falloir construire tout ça. On voit déjà se dessiner dans les projets médicaux partagés de GHT quasiment systématiquement un projet pharmaceutique. Alors vous allez me dire que c'est écrit dans la loi. Enfin bon, on voit bien que les projets pharmaceutiques vont aller plus rapidement que certains projets médicaux. La première raison étant sans doute aussi le fait qu'on n'ait pas de problème d'attractivité sur nos postes, ce qui est aussi une force dans les années qui viennent. Et je pense vraiment que c'est la territorialité qui peut nous donner la marge de manœuvre pour réinvestir des moyens dans des activités à valeur ajoutée. Je ne crois pas un instant que les vannes économiques vont se rouvrir. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on utilise au maximum les ressources qu'on a dans les différentes PUI à l'échelle d'un territoire. Et là, c'est ça veut dire une réflexion sur l'organisation territoriale. Alors, je vais peut-être être désagréable, mais une réflexion sur le nombre de PUI sur un GHT. Faut-il mieux avoir moins de PUI avec des gens qui se spécialisent et qui aient plus de temps pour faire des activités à valeur ajoutée? Voilà, c'est une question. Là-dessus va sans doute arriver la question de la surspécialisation. La pharmacie hospitalière, on est au même point que les autres disciplines médicales. Qu'on le veuille ou non, les gens se surspécialisent. Alors c'est par vague. On a eu l'asté, on a eu la cancéro, maintenant c'est la pharmacie clinique. Demain, ce sera les MTI. Et en fait, on va vivre avec un besoin de spécialisation de plus en plus fort sur les thématiques. Et donc je pense que la territorialité, c'est l'occasion unique pour être capable de faire des équipes relativement denses, ultra spécialisées. Avec l'intérêt, c'est qu'on pourra sans doute développer plus de choses, et puis surtout qu'on aura une offre qui sera équivalente aux quatre coins de notre GHT, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, quand même, notre mission, c'est d'assurer le meilleur service sur le territoire dont nous sommes responsables. Donc je pense que cette territorialité, de toute façon, qu'on le veuille ou non, ça va être l'alpha et l'oméga des réflexions et des réorganisations intra-hospitalières dans les 5 ans qui viennent. Puisque la PUI doit avoir un projet territorial, faisons-en un vrai projet qualitatif. Et moi, la seule chose on peut tous militer sur le fait qu'on arrive à négocier que les moyens des PUI sur le territoire deviennent les moyens des PUI territoriales, parce que ça va être là vraiment notre bouffée d'oxygène sur le plan des ressources humaines. Merci Samuel. Donc tu fais en fait la transition en parlant de surspécialisation là, avec quelques vidéos qu'on avait demandé aux collègues sur quelle préparation pour votre métier de demain. On peut peut-être envoyer la deuxième salve de micro-interview là s'il vous plaît. Pour lancer les vidéos, on lance le magnéto. Magnéto. Pour optimiser notre expertise de médicaments, je pense qu'il serait utile de se spécialiser dans certaines disciplines médicales, comme par exemple la cardiologie ou encore l'infectiologie. Et peut-être que cette spécialisation permettrait un jour aux pharmaciens de prescrire certaines classes thérapeutiques. On a une formation qui est quand même assez bien complète, mais peut-être qu'il manquerait plus du côté management d'une équipe, qui pour moi est essentiel pour diriger une équipe. Alors, deux aspects très différents là, qui sont évoqués. Donc une surspécialisation, je dirais, pharmaceutique sur des disciplines médicales, donc comme on le voit peut-être un peu à l'anglo-saxonne. Je ne sais pas si ça renvoie à ce que tu indiquais tout à l'heure, Samuel. Ça sera encore bon. Non mais à partir du moment où on va surspécialiser des professionnels, ils vont se surspécialiser parce que c'est l'histoire naturelle. Avec un risque, c'est qu'à un moment, ça pose des problèmes d'organisation dans les services. Vous savez qu'actuellement, dans des services de cardiologie, il y a des gens qui ne font plus que de l'interventionnel et qui ne font pas de rythmologie, par exemple, ce qui peut poser des problèmes d'organisation. Mais moi, je suis étonné quand même, parce que, par exemple, je n'ai pas entendu le mot dispositifs médicaux. Or, on se rend compte que dans les 10 ans qui viennent, il va y avoir une deuxième vague de problématiques dispositifs médicaux. On va nous mettre du paper invasif autant qu'on en veut, et je pense qu'il faut vraiment qu'on garde et qu'on renforce des compétences sur les dispositifs médicaux. Sur la pharmacotechnie, c'est pas parce qu'on a réglé le problème de la cancérologie qu'il n'y a pas d'autres sujets à traiter demain. Sur la pédiatrie, sur les MTI, et je pense que plutôt que d'aller vers une surspécialisation médicale,
ne faut pas qu'on ait comme ambition de remplacer les médecins, je crois. Hein. Non, je pense que peut-être que le commentaire d'un jeune collègue, c'est que dans certains services spécialisés, effectivement, il y a peut-être besoin effectivement que le pharmacien soit spécialisé pour s'intégrer dans l'équipe médicale. Mais c'est pas forcément, évidemment, c'est peut-être plus sur les CHU éventuellement. Mais ça se fait déjà. Enfin, j'ai envie de dire que c'est un peu intuitif, ça. Mais quand même, j'insiste, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Attention, n'abandonnez pas les dispositifs médicaux, n'abandonnez pas la pharmacotechnie. Ce sont des socles historiques de la pharmacie et on sent bien qu'il va y avoir des rendez-vous à court terme sur ces sujets-là. Donc il faut qu'on soit capable d'avoir et de former des jeunes qui seront plus performants que nous, mais ça, ce ne sera pas compliqué. Et puis après tout, c'est notre boulot d'en former des meilleurs que nous, donc ça ne me gêne pas du tout. Mais par contre, il faut vraiment qu'on soit au rendez-vous de toutes les problématiques. Enfin, depuis hier matin, pour ceux qui étaient là, on a entendu parler de sérialisation. Alors c'est vrai que ce n'est pas très sexy la sérialisation. On revient à la chaîne logistique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est quand même maintenant confronté en France potentiellement à des scandales sanitaires sur la chaîne logistique du médicament. Je suis désolé, mais c'est à nous de nous en occuper. Il faut qu'on se réinvestisse là-dessus. Je suis désolé de faire état de ça, mais enfin regardez ce qui se passe sur le lévothyrox. Bon, après, on aura peut-être l'explication globale de ce qui s'est passé, mais ça veut dire que il faut vraiment qu'on reste présent sur l'ensemble de notre savoir-faire. Et vous voyez, la connaissance sur le médicament, on est en train de découvrir, quand on modifie la galénique d'une spécialité, ça peut modifier l'effet thérapeutique, en 2017 quand même. Donc voilà, le discours que je souhaite vraiment tenir, c'est oui, soyons plus spécialisés, mais sur l'ensemble de nos activités de pharmacie hospitalière. Les jeunes, là, Geoffroy, là. De toute façon, la formation, l'évolution de notre formation, c'est le futur tout en étant le présent, puisqu'on est en pleine période de réforme de nos études. La question de la spécialisation, de la surspécialisation, comme il a été mentionné, s'est posée assez tôt en fait dans le processus de montage des nouvelles maquettes de la pharmacie hospitalière. C'est une option qui n'a finalement pas été retenue spécifiquement, une surspécialisation, puisque sans vous faire le total de l'avenir de cette maquette, on va être sur une possibilité d'option effectivement, mais qui s'apparente plus à des possibilités de connaissances et de compétences complémentaires que réellement une surspécialisation qui nous empêcherait de pratiquer le socle de notre profession, c'est-à-dire la gestion du circuit du médicament globalement. En revanche, ce qui devrait être possible, et c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement, c'est l'accès à des formations spécialisées transversales, nous permettant effectivement, aux côtés des médecins notamment, de pouvoir avoir accès à des connaissances et des compétences que jusqu'ici nous n'avions pas. On parlait des problèmes de rythmologie. Typiquement, la rythmologie, ça va être une FST qui sera disponible notamment pour les médecins cardiologues, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une surspécialisation que vous ajoutez à votre DES. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, qui permettrait en fait, au sein d'un centre hospitalier, on peut imaginer une équipe de pharmaciens, dont certains seront effectivement titulaires de cette FST en cardiologie, d'autres en pédiatrie, etc. Ça n'empêchera pas ceux qui n'ont pas cette FST de pouvoir travailler sur ce type de problématique. En revanche, on ira préférentiellement aller chercher ces spécialistes et surspécialistes pour pouvoir travailler là-dessus. Donc ça, je trouve c'est sur ce type de modèle qu'on s'est plus orienté. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur les dispositifs médicaux. On a d'ailleurs souhaité aussi renforcer cette formation en imposant, en rigidifiant un petit peu la maquette, en faisant passer tous nos internes par un stage en dispositifs médicaux et hygiène, donc ça inclut bien sûr la stérilisation, et ce assez tôt dans le cursus puisqu'on serait sur la première année. Encore en discussion pour les difficultés de mise en place, on en est tout à fait conscient. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est que la législation sur les dispositifs médicaux au niveau européen est en train de changer et qu'effectivement, ça va donner beaucoup plus de place aux pharmaciens dans le circuit des dispositifs médicaux. Il faut qu'on y soit prêt. C'est vrai qu'ils auront un statut qui va se rapprocher du statut médicament, donc c'est une opportunité pour nous. Non, juste une remarque comme ça en passant. Stérilisation, je ne sais pas ce que c'est.
Hygiène, moi, j'ai pas besoin d'hygiène. Moi, je suis dans une PUI, c'est pas l'hygiène qui vient me dire comment fonctionne ma PUI. Alors, c'est pas vis-à-vis de toi, c'est vis-à-vis d'un texte qui circule en ce moment. Dans une PUI, on prépare des médicaments, des dispositifs médicaux dits stériles et ainsi de suite. Et le mot préparation, il n'est pas totalement anodin quand on regarde ce qu'il y a derrière. Sur la surspécialisation, j'attire juste votre attention, sans doute un des privilèges de l'âge, c'est qu'à un moment donné, quand on a 30-35 ans, on ne sait pas ce que va devenir sa carrière et sa vie professionnelle. Et une hyper-spécialisation des gens, à un moment, vous allez vous freiner des éléments de mobilité professionnelle. Moi, quelqu'un qui est hyper-spécialisé en rythmologie, de je ne sais pas trop quoi, et ainsi de suite, si j'ai un poste au centre hospitalier de Périgueux, je ne le prendrai pas. J'ai besoin, entre guillemets, et c'est absolument pas péjoratif, au bout d'un moment, d'un pharmacien généraliste, même s'il a des fonctions, des compétences, et ainsi de suite. Mais attention à l'hyperspécialisation, c'est très dangereux quand on a 35 ans de s'hyperspécialiser, parce que, alors vous avez Madame Sol et l'IRCantec qui sont un peu plus bas, et ainsi de suite, vous en prenez jusqu'à 67 ans, et ainsi de suite, vous risquez à un moment donné de perdre un élément de mobilité dont votre vie personnelle, vous ne savez pas ce qu'elle sera. Donc ça implique une bonne gestion des spécialisations, le cas échéant, dans le corps des pharmaciens. Il y a une jeune collègue qui a proposé le mot prescription. Alors effectivement, il y a des modèles anglo-saxons, on le voit, où effectivement le pharmacien a la capacité Samuel vous fera la partie technique et académique des choses. Vas-y. À ce jour en France, la prescription, elle est médicale. Alors quand je dis médicale, c'est j'englobe tous ceux qui peuvent prescrire, sage-femme, même si c'est des prescriptions limitées, ainsi de suite. En l'état actuel, non pas du droit, mais de notre société n'est pas prête à ça. Nous vivons toujours sous le régime singulier du colloque entre le patient et son médecin ou celui qui le prend en charge, peu importe. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas aller vers. Je vous dis simplement que ce n'est pas tellement une révolution réglementaire de dire que le pharmacien peut prescrire. Ce que je dis simplement, c'est qu'à un moment donné, c'est la société qu'il va falloir faire évoluer. Et donc, argument contraire maintenant, comme ça, il y aura les deux hypothèses. Quand vous avez ces fameux protocoles qui apparaissent où il y a des délégations et ainsi de suite, j'ai toujours été un peu choqué de voir qu'on peut donner des compétences de modification de prescription à des infirmières et que les pharmaciens n'y étaient pas, notamment par exemple sur l'insuline et le diabète. Alors, c'est un sujet qui est sensible. Le problème, c'est que je pense qu'il va être abordé de manière complètement détournée. Et Jean-Luc, tu as raison, mais je crains que ce ne soit pas avec ce mode de réflexion que ça se fasse. Il y a un sujet sur la délégation de tâches. Et c'est vrai que la délégation de tâches, un des problèmes qu'il y a... Alors, elle concerne majoritairement une délégation vers la ville ou dans une pratique ambulatoire. Les délégations de tâches, aujourd'hui, à l'intérieur de l'hôpital, paradoxalement, alors il s'en fait beaucoup, mais... c'est pas légal et ça se fait comme ça depuis 50 ans. Donc voilà. Enfin, je veux dire, l'infirmière qui prenait toutes les ordonnances puis qui les recopiait en attendant qu'une blouse verte passe par là et mette une signature en bas, on a connu, ça s'appelait une prescription. Pardonnez-moi, ça s'appelait une entrée en chirurgie, en fait. Oui, c'est pas enregistré, mais voilà. Mais il y a quand même un sujet, parce que je reviens quand même... à ce leitmotiv, malheureusement on est devant, on a 15 ans de pénurie médicale. Donc quand vous avez une pénurie médicale et que vous avez un besoin en santé qui augmente, notamment avec le vieillissement de la population et l'incidence des maladies chroniques, il va quand même bien falloir trouver des solutions. Et contraint, forcé ou intéressé, on voit bien que cette délégation de tâches, à un moment, elle va arriver assez vite, avec l'idée qu'il faut... être capable quand même de faire des choses à proximité, même quand il n'y a plus de médecin, et être capable de soulager le temps médical là où il y en a encore. Et je ne pense pas que la pharmacie puisse être absente du débat. Et je pense que plutôt de savoir prescription, pas prescription, je pense qu'il faut absolument remettre l'exercice pharmaceutique dans le débat de la délégation de tâches. Et mon sentiment, c'est que finalement, c'est peut-être pas tant à l'hôpital que ça va être important, c'est surtout vers la ville et l'exercice officinal. Bon, je vais vous donner un exemple qui est en cours de discussion. On est quand même le seul pays d'Europe où, aujourd'hui, on ne peut pas mettre un malade sous fosfomycine, enfin une patiente sous fosfomycine devant un tableau clinique de cystite non compliquée. Donc en France, quand vous présentez une cystite non compliquée le samedi à 14h,
Eh ben, en fait, en théorie, il faut avoir rendez-vous chez le médecin. Et je vous rappelle que le traitement, c'est quand même le traitement minute, sauf que pour faire un traitement minute, il faut que les symptômes datent de moins de 24 heures. Et comme vous avez rendez-vous que le mardi, eh ben, ça ne s'appelle plus une cystite, ça s'appelle au mieux une cystite compliquée. Voilà. Et bon, sur ce type d'éléments-là, je pense qu'il y aurait un vrai rationnel. Alors, simplicité, pertinence des soins, pertinence économique aussi, à aller là-dessus. J'ai envie de dire que le problème me paraît plus criant. Et ce que je dis là, ça arrive tous les jours. Et d'ailleurs, comme ça, vous regarderez, hein, la cystite, elle finit 1 fois sur 2 dans vos urgences, à 3 heures du matin. Parce que c'est bien connu qu'un service d'urgence, c'est fait pour prendre une cystite à 3 heures du matin. Mais ça, c'est une réalité quotidienne. Donc le fait de donner accès à ce qu'on va appeler une prescription très encadrée, sur des choses très simples, des tableaux cliniques, je pense que de toute façon, ça va arriver assez rapidement en pharmacie d'officine. Sur l'hôpital, je serais plutôt favorable à ce qu'il y ait des autorisations à venir optimiser des traitements, mais alors je vais reprendre une mauvaise blague de mon collègue de gauche qui avait raison, il ne faut pas non plus qu'on devienne le secrétariat des médecins qui ne veulent pas prescrire. Parce qu'il faut faire attention quand même à ce type de délégation, que par contre, mais vous savez qu'on le fait déjà tous, on aille faire des substitutions au-delà de la même DCI, parce que le malade il rentre sous Mopral et puis qu'on a de l'ésoméprazole, enfin je veux dire, tout le monde le fait, on n'a pas attendu d'avoir un texte. Qu'à un moment on aille bouger une posologie d'un médicament qui est mal adapté dans un service de chirurgie où de toute façon personne ne le fera parce que c'est pas leur boulot, et à la limite ils ont raison de dire que c'est pas leur boulot, voilà, il faut qu'on arrive à encadrer ça. De là à devenir prescripteur propre, attention, danger quand même. Et puis il y a une autre chose, hein, est-ce que vous pensez qu'on a réellement toutes les compétences pour le faire ? Parce que j'entends aujourd'hui des médecins hospitaliers dire « mais moi tu comprends, quand un malade rentre, moi je suis cardiologue, les médicaments de psychiatrie, j'y connais rien », ce qui est vrai. Mais enfin, est-ce que vous pensez, nous, à l'inverse, qu'on a tout le bagage pour prendre leur place là-dessus ? Donc j'ai envie de dire, essayons de trouver un compromis où chacun fasse son boulot correctement, et ce sera déjà pas mal à l'intérieur de l'hôpital. Alors effectivement, si je suis totalement le raisonnement pour la délégation de tâches en ville et pour avoir fait un petit peu de ville avant de passer en hospitalier, effectivement je suis arrivé face à ce problème hein, de la fameuse cystite qui part aux urgences, un petit peu dommage. Et un peu coûteux aussi en temps et en argent pour notre système de santé. En ce qui concerne le milieu hospitalier, vu qu'on est quand même les garants de la sécurisation du circuit du médicament, dans ce cadre-là, je reste quand même un défenseur de la séparation des trois pouvoirs, c'est-à-dire prescription, dispensation, administration. Qui est déjà bien entaillé, comme on a pu le dire juste avant, avec les prescriptions en si besoin et dotation de services qui souffrent un petit peu de cette séparation des trois pouvoirs. Et de même si, et ça existe déjà dans certains de vos hôpitaux, même si on a des pharmaciens dans les services qui aident à la prescription auprès des médecins, ça existe. Il faut, et c'est aussi ce vers quoi je voulais tendre en parlant de l'articulation entre la pharmacie clinique et la gestion de la pharmacie à usage intérieur, il faut bien faire attention effectivement à ce que ce ne soit pas la même personne qui prescrive et qui délivre, parce que là on fait sauter quand même l'un des derniers verrous de l'hôpital en termes de sécurisation et circuit du médicament. Oui, et si je faisais une mauvaise blague, ça veut dire que si la personne qui délivre peut prescrire, ça veut dire un jour que la personne qui prescrit pourra délivrer. Effectivement. Réciproquement. Bah donc il y a un risque là. Il y avait un commentaire sur la formation au management, donc là c'est Fanny je crois qui l'a indiqué, donc on ne va pas lancer le débat là-dessus, mais on voit très bien la pertinence que ça a dans la territorialité et très certainement à incorporer dans la formation des plus jeunes, là c'est ce type de module. Mais je ne pense pas que... On m'a fait un petit signe, qu'il y a pas mal de questions qui sont posées, donc, questions de la salle, donc on va avancer un tout petit peu de façon à pouvoir y répondre. On peut envoyer une troisième et dernière salve de vidéos, s'il vous plaît, Pepper, Magnéto.
Mais il y a aussi d'autres domaines où on peut intervenir dans le parcours de soins directement. Sur les DM, on peut aussi faire de l'éducation thérapeutique dans le domaine du DM, vraiment donner de la documentation aux patients, voir comment on peut l'aider. Je pense que ça va se développer aussi dans les autres domaines de la pharmacie. Plus développer le lien ville-hôpital et du coup la place dans le parcours patient, c'est au point où ça... point de rupture et disons peut-être plus dans la conciliation médicamenteuse. Pour moi c'est essentiel de développer ça pour qu'il n'y ait pas d'erreur, pour éviter les erreurs médicamenteuses en tout cas. Moi j'ai la chance de pouvoir aller en CME depuis 1 an. Je commence à comprendre un petit peu comment vont se mettre en place les GHT, mais c'est véritablement une révolution pour l'hôpital, à la fois pour les médecins et aussi pour les pharmaciens. On va devoir trouver une nouvelle place dans cette organisation. Cette nouvelle place, ça peut passer par exemple, faciliter la communication entre les différents intervenants de santé à l'échelle du territoire. Donc il y a le médecin de ville, le médecin hospitalier, le pharmacien hospitalier, le pharmacien de ville. De l'ARS et des DG, on attend quand même une implication et on a beaucoup d'interrogations au niveau des GHT pour l'instant et voir comment on va positionner le pharmacien hospitalier au sein des GHT et après au sein justement des hôpitaux et des unités de soins pour ne pas nous retirer ce côté-là. Et on a tous peur d'être un petit peu éloignés de nos PUI et de nos patients. Sans aucun doute, il faut prioriser la pharmacie clinique. Ça a été dit dans l'ordonnance de 2016. Il faut aussi qu'on arrive à axer notre travail sur le patient et sur son parcours de soins. C'était juste quelques vidéos là, sur la place du pharmacien dans le territoire. Donc on voit très bien là, que chez les jeunes, la notion de GHT n'est pas tellement encore appropriée. Donc, et puis, je ne parle pas des anciens, j'imagine que si. Et peut-être là, clairement, donc, on demande que l'ARS et puis que la direction hospitalière s'implique un peu plus. Donc en termes de communication descendante, c'est peut-être pas très évident. Donc, je ne sais pas si on a beaucoup de commentaires à faire sur le territoire parce qu'on lancera un débat un peu long là-dessus. Et je vois qu'il y a plein de questions posées par la salle. Alors peut-être si vous voulez bien, on va les faire défiler là, et puis je dirais y répondre ou y faire un commentaire. Alors, qu'est-ce qui veut répondre à la première là? Pourquoi tous les pharmaciens sont dans les services cliniques qui gardent la boutique? C'est pas faux. C'est pas une question, je sais pas si on peut y répondre très facilement, celle-là. Alors la deuxième, là, je sais pas, qui garde la boutique? Pourquoi toujours vouloir faire comme les médecins et surtout vouloir prescrire? Bon, Samuel y a répondu, on va peut-être pas recommencer. Pardon? Ah mais vous n'avez pas accès vos questions? Non, le commentaire était sur la seconde, mais je pense qu'on l'a déjà abordé un peu. Ouais. Et puis n'oubliez pas que les questions qu'on se pose là, toutes les disciplines médicales se les posent aussi. Hein. Vous savez qu'ils sont en pleine mise en place du DES, la réforme du DES. Vous inquiétez pas, ça va arriver pour nous aussi. Peut-être l'an prochain, au pire dans 2 ans. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais voilà, on a tous des interrogations. Le problème, c'est que la santé bouge très vite, on fait des réformes, et donc, mais l'idée, justement, elle n'est pas de faire comme les médecins. Puis, je ne sais pas, moi, ça veut dire quoi, faire comme les médecins? Si c'est pour faire comme les médecins qui font bien leur travail, oui, il faut faire comme eux. Et pouf. On va se faire des amis chez les médecins, là. Ah bah non, au contraire, j'étais très bienveillant. Ah, vous noterez le mot bienveillant, c'est un mot-clé maintenant. Hein. À utiliser. Je vous rappelle, hein, quand vous parlez à quelqu'un, il faut mettre le mot bienveillance toutes les 2 phrases. C'est très important. Quand c'est un directeur, c'est territoire. Arrête, je te rappelle que ma directrice générale est dans la pièce. Si tu pouvais éviter de faire des mauvaises blagues sur les directeurs. On te remercie, Chantal, d'ailleurs, de ta présence. Ils sont ingérables. Hein. Je suis désolé, madame la directrice générale. Vous n'avez rien entendu. Bon, il est désolé, ça va. C'est déjà ça. Alors, l'hôpital du futur, c'est un hôpital hors les murs, PUI hors les murs. Ah, Jean-Luc, dis donc, PUI hors les murs. Je sens que ça va l'énerver, là. Non, ça ne va pas m'énerver. Une PUI hors les murs, ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de PUI. Donc le système, il est simple. Après, quelle est la frontière d'intervention de la PUI? C'est une autre histoire. Maintenant, il y a quelqu'un que je vois à côté de moi qui nous prêche depuis des années syndicalement. Elle a raison, même si des fois ça a du mal à avancer. L'hospitalocentrisme, c'est fini. À un moment donné,
L'hôpital va être un support d'activité technique et le reste sera la chirurgie ambulatoire procède de ce principe et ainsi de suite. Je crois qu'à un moment donné, croire que l'hôpital a toute la science, même s'il a des spécificités, des savoir-faire particuliers et ainsi de suite, l'avenir, c'est plus l'hôpital. C'est effectivement un système de prise en charge où il y aura l'intervention hospitalière effectivement sur un certain nombre de gestes techniques et en même temps, le patient qui, de préférence, va rester à domicile. Pour éviter de les hospitaliser, maintenant, il y a un certain nombre d'heureux établissements qui vont construire des hôtels dits hospitaliers. Parce qu'effectivement, il faut arrêter de générer du GHS tout le temps. Alors, le système veut qu'effectivement, GHS égale finance, finance égale budget, et ainsi de suite. D'ailleurs, Monsieur le Président de la République, si j'ai bien compris, voulait redescendre le taux de T2A à 40%, au moins dans sa campagne. Depuis, bon, ça va moins vite, effectivement, mais il a d'autres chats à fouetter, je vous l'accorde. Et à un moment donné, l'hospitalocentrisme et ainsi de suite, il faut ouvrir les choses. Dans une des diapos tout à l'heure, dans un des films, pardon, tout à l'heure, effectivement, c'est plus les officinaux que les pharmaciens hospitaliers. Mais est-il normal qu'un pharmacien d'officine se soucie de vendre un médicament injectable et de laisser un prestataire XYZ, moi je les appelle les marchands du temple, comme ça au moins c'est clair, les systèmes de perfusion et d'administration des médicaments. Et qu'à un moment donné, il serait peut-être aussi pertinent qu'au moment de la sortie du patient, le pharmacien d'officine et le pharmacien hospitalier, éventuellement dans un service, vous voyez, vous dire si je suis large, à un moment donné, gère la sortie du patient. Quand le patient sort, le système est réglé. Je crois qu'on le connaît tous dans les hôpitaux, notamment de province, la théorie du patient du CHU, mais j'en veux pas au CHU, qui sort un samedi à 15h et panique à bord. Comment on fait pour trouver les choses ? Ben, ça s'anticipe et ça se prépare. Et il y a peut-être là aussi une place, alors je ne sais pas si ça s'appelle clinique, mais au moins c'est déjà pas mal que le patient il puisse sortir et qu'il ait la continuité de ses traitements, quels que soient ses traitements d'ailleurs. Effectivement, si je peux intervenir là-dessus, je trouve ça intéressant effectivement dans la dernière vidéo qu'on a pu voir, que soit cité le lien ville-hôpital. Ça a été cité aussi dans l'avenir de notre profession sur le mur tout à l'heure. C'est intéressant qu'on parle plus de ce lien ville-hôpital. J'en entends parler depuis que je suis arrivé en faculté de pharmacie. À l'époque, c'était la loi Bachelot. Et c'est vrai qu'on n'a quand même pas beaucoup avancé depuis, c'est un peu dommage. Et je pense qu'effectivement, le métier de pharmacien, le pharmacien, qu'il soit hospitalier ou officinal, peut faire ce lien et en a la capacité, puisqu'on a quand même des compétences communes et un socle de connaissances commun qui nous permet en fait de travailler ensemble et de faire le suivi du patient sur sa sortie de l'hospitalisation. Et effectivement, la fin du tout hôpital a été annoncée depuis déjà quelques années. C'est une véritable politique de santé que de faire sortir le patient rapidement et d'augmenter les capacités ambulatoires. Et je pense que, de par ce fait, le pharmacien doit trouver sa place rapidement, voire être moteur sur la sortie du patient de l'hôpital et sur ce lien ville-hôpital. Sur le virage ambulatoire, alors oui, il y a un virage ambulatoire qui s'opère. Ça veut dire aussi qu'on va avoir des malades de plus en plus lourds dans les lits hospitalisés. Parce que le principe du virage ambulatoire, c'est que les malades les moins lourds qu'on avait dans les lits vont sortir à J0. Et par contre, on va avoir de plus en plus de malades plus lourds. Ce qui veut dire d'ailleurs que le virage ambulatoire n'induit pas forcément des baisses d'activité significatives sur les services médico-techniques. Au contraire. Et si vous prenez le cas de l'imagerie, elle est confrontée au même problème de réorganisation que la PUI sur le virage ambulatoire. Après, ça pose la question du parcours. Alors, j'ai entendu le mot conciliation tout à l'heure, mais ça, on savait qu'on n'y échapperait pas, de toute façon. Je pense qu'il y a un vrai sujet à poser sur le parcours thérapeutique. On sort quand même d'une période, alors ça s'est un peu calmé quand même, mais enfin il y a 3-4 ans dans tous les congrès, on nous expliquait qu'en gros il fallait abandonner toutes les activités de la pharmacie pour aller faire de la conciliation médicamenteuse. Bon. Je note quand même qu'on est resté à l'état d'expérimentation, ce qui veut dire que de temps en temps il y a des rétrocontrôles qui s'opèrent quand même. Le vrai sujet là-dessus, c'est qu'on ne va pas se mettre à faire de l'hospitalocentrisme non plus. Je pense qu'il y a des parcours sur lesquels l'hôpital prédomine. La cancéro, les greffes, des maladies orphelines, où là, c'est peut-être à nous d'organiser le parcours thérapeutique
et à la ville, quelque part, de s'appuyer sur nous. Mais enfin, sur le problème majeur, qui est celui de la gériatrie. Je ne suis quand même pas certain que ce soit à l'hôpital, à qui on demande de diminuer ses durées moyennes de séjour, de mettre toute une organisation en place sur le plan thérapeutique, alors que l'enjeu, en fait, il est en ville. Et surtout, l'enjeu, il est que ce qu'on optimise soit pérennisé. Si vous regardez un petit peu les premières expériences qu'il y a à J30 et J60, de toutes les expérimentations d'optimisation des traitements en cours d'hospitalisation, ça rend humble. Et même quand le patient il vous dit qu'il est vachement content de ce que vous avez fait, sachez quand même que 6 fois sur 10, il court chez son médecin généraliste pour se faire represcrire la benzodiazépine que vous avez mis 3 heures à lui enlever, l'hypnotique où il a fallu 3 jours pour lui enlever, et puis bien évidemment les génériques, il faut quand même remettre non substituables parce que quand même, on n'a pas osé le dire à l'hôpital, mais on va quand même pas prendre des génériques. Donc je pense qu'il y a besoin d'une vraie stratégie nationale qui associe, en tout cas sur l'exercice pharmaceutique, l'hôpital et la ville. Je vous rappelle que nous ne pesons rien dans l'exercice pharmaceutique. La pharmacie, elle existe par la pharmacie d'officine. D'ailleurs, vous discutez dans la rue, les gens ne savent même pas qu'il y a une pharmacie à l'hôpital. Puis après tout, c'est peut-être pas grave qu'ils ne sachent pas. Bon. Par contre, ils savent tous qu'il y a des pharmacies à l'officine. Pour une raison simple, c'est qu'ils y vont. Donc, il faut quand même qu'on soit lucide et puis qu'on ait une vision globale de l'exercice pharmaceutique. Oui, la pharmacie doit devenir plus clinique, également en ville. Et ça suppose qu'on remette la pharmacie d'officine sur les parcours thérapeutiques. Donc moi, je considère que tout ce qu'on fait en expérimentation, alors vous l'appelez comme vous voulez, sur la conciliation, le parcours thérapeutique, ça doit servir en fait de base de réflexion à des propositions d'exercice pharmaceutique en France. Et on doit y aller de manière coordonnée entre la ville et l'hôpital. Et en dehors de parcours très spécifiques, on va dire à connotation importante hospitalière, je pense qu'il faut que la pharmacie hospitalière serve plutôt de start-up ou d'appui de la pharmacie d'officine, mais ne faisons pas l'erreur de l'hospitalocentrisme. Et puis de toute façon, nous n'aurons pas le modèle économique pour le développer. Donc je préférerais plutôt qu'on invente ensemble un modèle économique qui modifie les pratiques en ville de l'exercice pharmaceutique que de tout miser sur l'hôpital, parce que de toute façon, on sera dépassé par le système et je pense qu'on ne répondra pas en fait à la commande. Je veux dire, nous, le malade, si ça va bien, on le voit une fois en 5 ans. Le pharmacien d'officine, en général, il le voit une fois par mois. Donc, si on croit en ce qu'on veut faire sur le bon usage, sur l'observance thérapeutique, demain sur la pertinence des soins, sur des malades chroniques ambulatoires, il faut quand même admettre que l'enjeu, c'est que ça se fasse en ville. Très bien. Merci Samuel. Je me permets de vous rappeler que le débat sera clos dans 5 minutes. Les robots, c'est terrible, mais c'est l'humain qui s'adapte aux robots. Merci Pepper. Alors un petit mot peut-être à chacun d'entre vous pour conclure, là, rapide s'il vous plaît, parce qu'on a un programme qui continue derrière. Bon, il m'a dit rapide, alors on va faire rapide. S'il te plaît. Je vais y arriver. Au-delà de tout ça et ainsi de suite, juste effectivement, alors il y a plein de mots qui existent, on ne peut pas échapper dans l'exercice comme les autres au mot territorialité. Ceux qui essayeraient de le faire seraient bien imprudents. Juste une chose, si vous voulez à un moment donné que vous ayez un système pertinent, vous vous emparez de l'avenir, vous emparez des projets, vous ne laissez pas écrire par d'autres et ainsi de suite. Même si je pense à l'une des dernières questions sur le gérant, le supergérant et ainsi de suite. Ce que communément j'ai l'habitude d'appeler la politique des bacs à sable, où chacun est dans son bac à sable avec sa pelle, son râteau, et surtout il ne faut rien lui piquer parce que sinon il va faire une grosse colère. À un moment donné, arrêtez, parce que ce que vous ne ferez pas, d'autres le feront à votre place et ce sera sûrement moins bien fait. Donc, même si des fois il y a des conflits d'intérêts, des égos, allez, on va le dire, et ainsi de suite, à un moment donné, si vous voulez que le projet fonctionne, un projet ne fonctionne sur un exercice professionnel que quand c'est les professionnels qui le font. Merci Jean-Luc. Moi, je pense que de toute façon, toute profession a une responsabilité sur l'avenir propre de sa profession. Donc, arrêtons d'attendre que des gens nous écrivent des textes, que des gens nous disent ce qu'on doit faire. C'est nous qui avons la responsabilité d'organiser la pharmacie hospitalière de demain. On a tous les voyants au vert. On a eu la reconnaissance de la pharmacie clinique.
On va avoir un décret qui nous met au cœur de la territorialité. Et la PUI doit être un élément structurant des GHT. Nous sommes des garants qualité dans le système de santé. Je crois que c'est comme ça qu'on est reconnu aujourd'hui par le corps médical. Donc jouons là-dessus, développons la valeur ajoutée, et si on est capable d'amener de la valeur ajoutée dans un modèle économique contraint, en s'organisant entre nous, je pense qu'on aura gagné la partie. Je crois. Moi, j'avais prévu une conclusion de 3 pages, mais je vais faire plus vite du coup. S'il te plaît. Donc, moi, ce que j'avais à dire, hein, c'est peut-être un petit message à faire passer à tout le monde, hein, pas uniquement aux internes qui sont présents, même si, bien entendu, tout ce que j'aurais à dire, c'est effectivement ce que viennent de dire mes camarades de tablée, c'est que, bien entendu, on sera acteur de notre avenir. Acteur de notre avenir, acteur de ce que sera notre métier, et c'est ce qui fait toute la beauté finalement de notre profession, c'est que beaucoup de choses ont été écrites. Je prendrai bien sûr exemple sur mes aînés, sur tout le chemin qu'ils ont parcouru jusque-là pour continuer à faire avancer le métier, pour en faire ce que nous on veut pour nous bien entendu, mais surtout pour nos patients. Et pour les structures qu'on sert, la structure hospitalière, je pense effectivement qu'on agit actuellement dans le bon sens. On est systématiquement invité autour des tables des négociations. On discute, on repère vraiment auprès de nos ministères de tutelle une véritable écoute. Et je pense qu'on va vraiment dans le bon sens. Il faut continuer dans ce sens-là et surtout continuer à se battre pour notre profession qui est une profession passion. C'est pour ça qu'on travaille à l'hôpital, c'est pour ça qu'on aime notre métier. Très bien. Merci. Donc il faudra qu'on soit proactif demain. Pepper, tu as peut-être un commentaire à faire ? J'ai tout écouté, j'ai trouvé ce débat passionnant. Enfin, cela sera pour plus tard. Car pour l'instant, je suis dénuée de conscience. Je saurai ce que vous ferez de moi, je saurai ce que vous m'aurez appris. Mais je serai tôt ou tard à vos côtés pour sécuriser la prise en charge médicamenteuse à l'hôpital et aussi en lien avec des parcours thérapeutiques connectés en ville. Alors, on travaille ensemble ? Merci à tous. Pepper, tu as un mot là ? Je sais pas. Bon, allez. Merci à tous. Bonjour à tous, ne quittez pas la salle puisque nous enchaînons immédiatement sur la séance suivante avec un symposium des laboratoires Ag Pharma sur la fludrocortisone.